Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Maîtrise ta vie. Aujourd'hui, c'est avec Fanny Allais que nous allons parler de sophrologie et plus précisément de la sophrologie en voyage. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des sophrologues et des professionnels des métiers du mieux-être, corps, âme et esprit. Je suis Dina, passionnée par le mieux-être, la spiritualité et l'ésotérisme. Tous les dimanches, tu découvriras un nouveau professionnel qui abordera sa pratique et bien plus encore. Si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour en découvrir toujours plus. Bonjour Fanny. Bonjour Dina. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Fanny, aujourd'hui, on va parler des sophro-voyages. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu en es venue à être sophrologue dans un premier temps? Je travaillais dans une agence de voyage parce que j'avais une formation en langue. Je commençais à trouver que les astreintes le soir, le week-end étaient un peu contraignantes puisque je venais d'avoir un premier enfant et puis un deuxième. Et je me suis dit, ah non, le rythme n'est pas du tout compatible. Donc, je me suis offert un bilan de compétences. Et dans ce bilan de compétences, est émergé plusieurs métiers, dont celui de sophrologue que je dois dire, je ne connaissais pas tellement. C'était il y a 15 ans, donc ce n'était pas aussi connu que maintenant. L'école de Lille, où je me suis formée, proposait une journée découverte avant la formation. Et j'avais besoin d'expérimenter parce qu'on peut lire beaucoup de choses sur la sophrologie, mais maintenant j'en suis convaincue que c'est la pratique et puis l'expérimentation qui fait le fondement de la sophrologie. Donc du coup, j'ai testé une journée et ça m'a permis de me rendre compte que oui, ça valait le coup, au moins pour mon bien-être personnel et puis après pour en faire une pratique professionnelle. D'accord, donc du coup, c'est vraiment le bilan de compétences qui t'a amené à découvrir ce métier. Carrément. Ouais. Je connaissais très peu le milieu du bien-être, même si je m'intéressais. Je pense que par le biais d'abord de mes enfants, j'ai commencé aussi un peu à réfléchir un peu à l'éducation bienveillante, à découvrir via leur biais tout ce qu'il y avait comme pratique qui favorisait le bien-être, peut-être le mieux-être. Et puis, à partir de là, maintenant, c'est vrai que si je regarde 15 ans en arrière, je me dis, ah oui, effectivement, j'ai sacrément évolué dans ma façon de vivre aussi au quotidien et puis dans la façon de prendre du recul sur les choses, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est chouette. D'accord, donc après cette journée de découverte, tu t'es lancée dans la formation et tu es devenue sophrologue par la suite. Tu as peut-être continué un petit peu dans ton agence et en sophrologie pendant un petit moment avant de devenir sophrologue complètement. Alors, l'agence, ce n'était pas vraiment compatible. Donc, à la fin de mon congé maternité, mon deuxième congé maternité, j'ai pris un petit congé parental. Et puis, je me suis rendu compte que ça correspondait vraiment plus à mon rythme familial. J'avais vraiment envie de récupérer mes enfants pas après 40 heures de travail dans un état lamentable parce qu'ils étaient énervés, fatigués. Donc, j'ai démissionné de l'agence de voyage et j'ai retrouvé un travail à temps partiel dans les écoles où j'allais raconter des histoires sur les temps du midi et j'animais avec une psychologue justement des groupes de parole de parents sur comment faire avec les colères, comment faire avec la télé, toutes les questions. Et du coup, ça m'a permis de commencer ma formation à temps partiel, puisque la formation, si je me souviens bien, c'était un jeudi tous les 3 semaines ou un jeudi par mois. Et quelques week-ends. Donc ça, c'était les 2 premières années comme ça, le cycle fondamental. Et puis après, les cycles suivants, c'était en Andorre sur des jours, sur des séjours.
D'accord. Donc, ça, c'était une formation qui m'a pris 4 ans. Et pendant ce temps-là, j'ai continué à travailler à temps partiel. Voilà. D'accord, donc le métier de sophrologue, tu l'as un petit peu commencé avec les enfants. Et comment est-ce que ça a évolué par la suite jusqu'à devenir des sophro-voyages? Alors, c'est vrai qu'au début, j'ai testé la sophro avec les groupes d'enfants qui étaient en périscolaire, le midi, etc. Donc, ça, c'était chouette que mon travail, l'association dans laquelle je travaillais m'a permis de Oui. tester ça. Euh, Après, je l'ai aussi expérimenté sur mes propres enfants quand ils n'arrivaient pas à dormir ou quand il y avait des cauchemars. Euh, J'avais très envie de travailler avec des femmes enceintes au départ. Je trouvais que, en fait, ça avait été quand même ma première rencontre avec la sophrologie. C'était à la préparation à la naissance de mon fils. Même si maintenant, je dirais que c'est pas tout à fait de la sophrologie que j'ai fait à l'époque, mais ça ressemblait plus à de la relaxation. Mais en tout cas, ça avait été ah tiens, une première touche. Je savais pas trop. Bon, j'avais remarqué les bienfaits, mais du coup, bon, ça avait été très peu de séances. J'étais quand même fatiguée. Et puis, du coup, j'avais tendance à m'endormir pendant les pratiques aussi parce que, avec notre état de grossesse, on était sur des coussins limite allongés. Donc, finalement, Parfait, cœur de doux. le niveau de conscience n'était pas terrible pour pouvoir faire autrement que plonger dans le sommeil. Donc, c'est pour ça que je distingue maintenant la relaxation de la sophrologie. Pour moi, je ne fais pas allonger les gens et je ne les fais travailler que assis ou debout. Je parlerai un petit peu de mon approche ludique après. Mais finalement, bon, voilà, mon démarchage auprès des maternités m'a fait comprendre que c'était très compliqué de travailler avec des femmes enceintes. Et il y avait beaucoup de sages-femmes qui étaient elles-mêmes formées et donc il n'y avait pas forcément besoin de personnes extérieures. Donc j'ai un peu abandonné cette piste et puis finalement, voilà, je me suis retrouvée plutôt à activer mon ancien réseau qui était dans le milieu socio-culturel où j'ai travaillé avec des centres sociaux et j'ai commencé à aborder la sophrologie plutôt avec des gens qui n'y connaissaient rien, qui n'avaient jamais entendu parler de développement personnel et des milieux plutôt précaires. Donc, j'ai fait beaucoup d'interventions avec des femmes au RSA, dans des missions locales, pour Pôle emploi. Et là, je me Il y a suis dit, combien de ouais, temps? ouais. Pardon? Ça, il y a combien de temps? C'était il y a, je sais pas, je dirais peut-être il y a 7 ans, 7 ans, D'accord. 7 8 ans, tu vois. Même si je dois dire aussi, si on parle un peu du métier de sophrologue, c'est que avec le recul, maintenant, je dirais que c'est pas un métier qu'on peut faire à plein temps. En tout cas, moi, j'ai jamais réussi à dégager un plein temps au niveau du travail, ce qui fait que pour moi, il faut réfléchir à une activité complémentaire. Et si je regarde sur ma pratique d'il y a 10 ans, il y a énormément de sophrologues qui sont installés depuis. Moi, je compare ça un petit peu à la vague qu'il y a eu au niveau de l'ostéopathie, où à un moment, ça a commencé à être reconnu et il y a eu plein d'ostéopathes formés. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas du boulot pour tout le monde. Hein. Je pense que vu la situation de stress, vu la situation de peur dans laquelle la société est, il y a besoin. Mais concrètement, moi, c'était longtemps difficile de dégager un revenu suffisant, donc j'ai développé des activités complémentaires. D'accord. Donc ça, je Toujours. pense que pour les gens qui se forment, c'est intéressant. Souvent, les gens m'appellent, il y a beaucoup de gens qui me téléphonent pour me demander quelle école tu as choisi, quelle formation tu as fait. Et je leur dis, oui, ok, c'est important de réfléchir au temps et à l'argent que va coûter l'école, mais comment vous voulez vivre après? Est-ce que vous avez des crédits? Est-ce que vous avez un compagnon qui est salarié? Enfin, toutes ces choses-là, c'est important s'en, de s'en de s'en préoccuper au préalable parce que il faut aussi être Dans la confortable réalité. pour soi, quoi, aussi. Parce Moi, que comme on est dans l'insécurité, on ne peut pas accueillir des gens pour leur proposer, les accompagner dans le bien-être si nous-mêmes, on est en insécurité.
Là-dessus, je suis d'accord avec toi et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais commencé le podcast. Je voulais savoir en fait comment est-ce que les sophrologues eux-mêmes ils vivaient leur métier au quotidien. Enfin, parce que c'est vrai que là, il y a eu une grande vague, on entend parler de sophrologie dans tous les sens. Ça a l'air super intéressant, ça donne vraiment envie d'y aller, de faire la formation et tout ça. Mais je me dis que derrière, il y a peut-être quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Dont ce que tu dis, il y a quand même pas mal de gens installés depuis très longtemps qui disent que c'est pas forcément évident d'avoir un salaire plein et qu'il est bien de prendre quelque chose à côté. Au moins, enfin, voilà, si on veut être vraiment dans la réalité, de pouvoir payer un loyer et tout ce qui va avec, voilà, c'est bien de savoir que voilà, la réalité est ainsi et que pour être sûr de pouvoir manger à la fin du mois, il faut prendre un mi-temps et je trouve ça intéressant que tu l'abordes. Ouais. Moi, ça a été l'occasion de revenir un peu à l'essentiel, c'est-à-dire de qu'est-ce qui est important pour moi et vraiment d'amorcer une démarche, alors peut-être pas de minimalisme, mais peut-être d'essentialisme dans ma vie, justement parce que les faibles revenus que je dégageais m'ont fait choisir mes priorités et je ne regrette pas parce que ça a été une super expérience de savoir qu'est-ce qui était important pour moi et et qu'est-ce que je choisissais de dépenser. Par exemple, les voyages, ça a toujours été une chose importante. L'alimentation, ça l'est aussi. Du coup, voilà, c'est deux gros postes de dépenses. Et chacun, c'est OK que tout le monde n'ait pas les mêmes postes de dépenses. L'idée, c'est, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour ma famille? Est-ce que c'est mon confort au niveau de ma maison? Est-ce que c'est mes vacances? Est-ce que c'est mes hobbies? Enfin, est-ce que c'est ma famille et la disponibilité? Donc là, c'est vraiment important. De le choisir. Et puis aussi, peut-être, est-ce qu'on est OK avec cette insécurité parce que finalement, on a très peu de visibilité. Moi, je commence à avoir une visibilité à 6 mois sur du travail, mais ça a été longtemps difficile de projeter à plus de 2 mois sur ce qui allait se passer. Donc, j'ai vu des gens arrêter pour cette raison-là, parce que c'est pas qu'un manque d'argent, c'est aussi un manque de projection. Est-ce que est-ce qu'on est à l'aise avec le fait de pas savoir? Alors, des fois, il y a des bonnes surprises, des fois, il y a des mauvaises surprises. Mais j'ai envie de dire, en sophro, on apprend que bien ou pas bien, ça n'existe pas, que c'est ce qui est, et puis on fait avec. Mais en même temps, je trouve que c'est important de pouvoir peut-être démystifier ce que j'entends beaucoup. Ah oui, la sophrologie, fantastique, je vais m'installer et je vais être sophrologue, parce qu'il y a une réalité économique. Tous les ans, il y a une sophrologue, alors dont j'ai oublié le nom, peut-être je peux le retrouver, on pourra le mettre sous la vidéo, qui fait une enquête auprès des sophrologues pour savoir un peu combien ils dégagent de chiffre d'affaires, combien ils travaillent d'heures. Et 80% des sophrologues, 90% de sophrologues de la dernière étude gagnaient moins que le SMIC. Voilà. J'avais vu le post d'une sophrologue que j'avais interviewée qui avait affiché ses salaires en fait sur une année, il me semble. Et du coup, j'avais été plutôt impressionnée parce qu'il y avait des mois où c'était plutôt correct. Ça atteignait pas un SMIC, mais c'était correct pour vivre, on va dire. Mais il y avait des mois où clairement, il y avait marqué 90 euros. Et là, je me suis dit, ouah, la vache, comment est-ce qu'on fait, quoi? Tu t'attends pas à ça, mais tu as quand même ton loyer qui sort. Ouais, c'est pas mal aussi de voir ça, quoi. De se dire, bon, ok, tu as les paillettes, mais voilà ce qu'on te présente, quelqu'un qui est vraiment sur le terrain. Oui, c'est important. Et c'est pour ça qu'après, moi, je me suis rendu compte, par exemple, dans ma vie, il y a eu un divorce. Et je me suis retrouvée du coup à avoir du coup plus de soutien de mon conjoint, en tout cas au niveau financier. Et ça a aussi fait évoluer les choses. Alors, ça a fait évoluer les choses d'une façon pour moi plus confortable parce que au lieu de louer des locales, j'ai commencé à recevoir chez moi. Je pense qu'au début de ma pratique, je n'aurais pas été capable de faire la part des choses entre ce qui était chez moi et ce qui était le professionnel. Et puis, mon mari de l'époque ne le souhaitait pas.
à partir de ce moment-là, quand j'ai divorcé, je restais voilà, pleine décisionnaire de ce qui se passait et j'ai trouvé que c'était important de recevoir dans mon univers. Aussi pour moi, en tout cas, c'était important aussi le côté visuel, d'enlever le côté froid. Jusqu'à présent, j'avais loué dans des locaux des locaux, pardon, oh là là, chez des kinés. J'ai un frère qui est kiné aussi qui m'avait sous-loué son local quand il allait faire les déplacements, quand il allait faire des domiciles. Mais finalement, ça me faisait beaucoup de trajets et puis ça me coûtait de l'argent. Donc voilà, ça, j'ai trouvé un équilibre. Mais la question du local est aussi une question qui pose question à beaucoup de gens qui se lancent dans le bien-être parce qu'au début, on a une activité partielle et on ne peut pas se permettre de prendre un local à temps plein. Et du coup, c'est un peu voilà, complexe de trouver des solutions qui soient un peu à la carte. Alors maintenant, il y a le développement des coworking qui permettent de louer des bureaux à l'heure. Mais voilà, donc c'est à prendre en compte aussi dans le chiffre d'affaires. Puis pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure aussi sur les paillettes et puis le reste, pour l'instant, effectivement, la sophrologie reste une pratique qui n'est pas remboursée, qui n'est pas reconnue par l'État. Et du coup, c'est effectivement un sacré investissement financier pour les gens qui viennent nous voir en séance individuelle parce que dès qu'il y a une petite amélioration, les gens s'arrêtent et je peux tout à fait le comprendre. Alors que la sophro, c'est aussi une pratique de prévention et on n'en est pas encore là. C'est pour ça que moi, j'aimais bien à un moment travailler et intervenir dans les centres sociaux, puisque c'était le centre social qui prenait en charge mes prestations et les bénéficiaires payaient juste leur adhésion à la structure. Ce qui fait que j'ai touché des gens qui n'auraient jamais eu les moyens de faire de la sophro ailleurs. Et ça, je trouve ça génial aussi. J'essaye de contribuer tous les ans à faire des prestations gratuites. Longtemps, j'ai fait avec le Secours populaire qui est dans mon quartier où il y avait une journée bien-être. Cette année, par exemple, j'ai accompagné des étudiants qui étaient en manager de la santé pour organiser une journée autour de la ménopause. Et du coup, je me suis rendue disponible gratuitement pour eux. Je trouve que c'est important aussi de temps en temps, pas trop souvent, mais de temps en temps, de pouvoir voilà, donner et puis contribuer au monde. Ouais, c'est chouette ça aussi. Du coup, on s'est éloigné un petit peu de ta première question. C'est comment je suis arrivée à faire sophrologue voyageuse. Et en même temps, je trouvais ça super intéressant ce que tu as abordé. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas du tout coupé parce que je trouve ça super intéressant et important. Je trouve que la réalité vienne là aussi. Oui. Moi, merci d'avoir parlé de tout ça. Oui, je suis contente qu'on puisse en parler parce que ça démystifie un peu c'est un peu comme quand on a des enfants, hein, on a des magazines qui nous disent que c'est formidable et puis on se dit mais comment c'est possible qu'ils crient comme ça et qu'ils pleurent tous sans arrêt. Voilà, donc je trouve que c'est important de pouvoir raconter la réalité. Après, chacun fait ses choix et puis ses expériences, hein, mais effectivement, c'est pas si facile ou alors il faut être tranquille d'esprit ou alors effectivement quand on sait qu'on a un conjoint je sais pas fonctionnaire et qu'il n'y a aucun problème de ce côté-là, pourquoi pas, hein, il y a aussi des gens qui se forment alors qu'ils ont déjà une retraite par exemple et donc du coup leur besoin d'argent est moins important ou ça peut être des activités complémentaires. Bon voilà donc oui je pense que c'est essentiel qu'on puisse en parler. Et donc maintenant les sophro-voyages. Alors du coup je parlais tout à l'heure que j'avais divorcé et après mon divorce je me suis offert un voyage dans le désert toute seule. Depuis que je suis toute petite, je voyage. Je suis partie pour la première fois en 5e au Mali dans le cadre d'un chantier participatif. Et après, j'ai jamais arrêté. J'ai eu de la chance d'avoir au collège, au lycée, des opportunités. Notre prof d'espagnol nous a emmenés au Costa Rica. Enfin, bref, j'ai eu l'occasion de faire des voyages avant mes 18 ans qui étaient assez exceptionnels. Et j'ai jamais arrêté. Et puis, il y a une autre aventure qui arrive dans ma vie, ça a été des enfants, ça a été un autre voyage. Mais voilà, le divorce m'a redonné l'occasion de me dire prends du temps pour toi et je suis partie une semaine dans le désert en Tunisie avec un groupe
de Belges, parce que j'avais repéré sur Internet un gars qui faisait du coaching dans le désert. Donc voilà, je pense que j'avais besoin de cette pause. Et ça m'a reconnecté fort au fait que j'aimais voyager, que c'était complètement sorti de ma vie depuis que j'avais des enfants. Que j'étais aussi ancienne agent de voyage et donc que j'avais des compétences. Et là, ça a fait comme toute la vie que j'avais voulu mettre de côté. En fait, ça s'est avéré être un super bon complément. Donc ça aussi, ça pourrait être un conseil que je donne aux futurs sophrologues, c'est n'abandonnez jamais vraiment votre vie, votre ancienne vie, non pas pour faire la même chose, mais pour garder ces compétences-là. Parce que c'est aussi ça qui fait notre spécificité. Voilà. Si on a été, je ne sais pas, assistante maternelle, bah voilà, du coup, on a une connaissance de la psychologie des enfants, de leur développement. Et ben voilà, ça peut être une piste de dire, bah ça va être ma cible. Quand on a été ou quand on est infirmière, j'avais quelques collègues qui sont formés comme ça. Bah, elle faisait de la sophro à l'internat, par exemple, après, quand elle était infirmière scolaire. Je trouve que ça, c'était vraiment chouette. Et à un moment, moi, j'ai cru que je pouvais mettre, voilà, je pense que j'en avais marre de l'agence de voyage, je voyageais pas assez. Et du coup, j'ai cru que c'était bien de dire, bon, je mets tout au placard et puis on n'en parle plus. Et là, dans le désert, ça m'a sauté aux yeux que c'était une évidence de me retrouver voilà, connectée à ce qui me faisait vibrer. Et là, voilà, j'étais devenue sophrologue voyageuse. Donc, ce cheminement pour trouver vraiment ma spécificité de sophrologue, il a bien pris 4-5 ans, facilement. Hein. Après le voyage, quoi. Non, mais je veux dire, depuis que je me suis lancée à mon compte, hein, j'ai eu mon diplôme en 2011. Donc, voilà, donc là, ça va faire 11 ans que je suis sophrologue. Donc ça a maturé, c'était difficile de me dire mais qu'est-ce que j'ai comme spécificité, je suis jeune sophrologue, j'ai rien qui me différencie, puis j'ai pas d'expérience. Enfin, je pense que ça, c'est tout le monde se passe par ces questions-là. Et puis là, c'était une évidence de dire bah oui, en fait, c'est ça que je veux faire. J'avais tellement adhéré aussi avec le groupe de chameliers que j'ai rencontré sur place que j'ai gardé contact et que c'est maintenant avec eux que je travaille. Des hommes avec qui, du coup, j'ai une très, très grande confiance. Et puis maintenant, on se connaît depuis 6-7 ans. Voilà, donc je retourne que en Tunisie pour les sophro-voyages dans le désert parce que vraiment, mon équipe, elle est importante. Elle me permet de gérer vraiment, d'être disponible vraiment pour les gens et que tout le côté matériel et organisationnel soit pris en charge par Tayeb, mon guide, et puis son équipe. Quoi. Donc voilà, ça a été le début, si tu veux, pardon, excuse-moi de te couper, ça a été le début d'un réalignement, de dire, ah oui, ok, c'est ça que je veux faire, c'est mixer des voyages et de la sophro. Est-ce que toi, tu as trouvé un bénéfice supplémentaire au sophro-voyage par rapport à une séance de sophrologie ou des sophrologies collectives comme ça, sur place ou en voyage? Alors, je dirais oui. Le premier bénéfice que je vois, c'est que on est hors de sa vie quotidienne et du coup, ça réactive un des principes de sophrologie qui est faire comme si c'était la première fois. Et cette capacité du nouveau regard, il est de fait présent parce qu'on est dans un environnement qu'on ne connaît pas, même si j'invite chacun à faire l'expérience dans sa rue, dans sa maison, dans son quartier, ou de faire comme si c'était la première fois que je me promène. J'aime bien, moi, faire le touriste dans une ville ou dans un centre commercial ou dans une gare et de regarder comme si, voilà, je trouvais que c'était extraordinaire et ça apporte aussi un autre regard. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'est venue au fur et à mesure, c'est que quand je recevais des gens en séance, la sophrologie assise, les yeux fermés, elle était pour certaines personnes très difficile parce qu'ils arrivaient d'une journée hyper speed.
Ils n'arrivaient pas à se calmer sur la chaise. Ils étaient vraiment en mode, tu sais, le genou qui bouge là, sans arrêt, ou la difficulté de fermer les yeux. Et je me suis dit, il me manque quelque chose. Il me manque un outil pour amener à cet état de disponibilité pour la séance. Et je me suis formée en sophrologie ludique. Donc, c'est une sophrologie en mouvement. Et c'est ça que je retiens des voyages, c'est qu'on met du mouvement dans notre rythme, dans notre corps. Et ça, c'est vraiment essentiel pour moi. Vraiment, ça, c'est ma croyance prioritaire, c'est le mouvement, c'est la vie. Voilà. Et donc, avec la sophrologie ludique, j'ai pu permettre à faire des séances, que ce soit en groupe ou en individuel, qui commençaient par du dynamique, où on bougeait dans la pièce, où on s'étirait, on utilisait la respiration, pour ensuite terminer par une séance plus statique, guidée par ma voix, avec voilà, vraiment une disponibilité et une présence, parce qu'on avait mis du mouvement dans le corps avant et que du coup, il y avait eu un retour à soi avant de pouvoir se poser, quoi. Et dans le voyage, du coup, c'est un peu pareil. C'est comme on est en mouvement et dans ce circuit, dans le désert, on bouge tous les jours d'endroit, c'est-à-dire que tous les soirs, on dort à un endroit différent. Et ben, tous les soirs, on peut se demander où est-ce que j'ai envie de dormir. Est-ce que j'ai envie de dormir sous la tente? Est-ce que j'ai envie de dormir à la belle étoile? Est-ce que j'ai envie de dormir avec quelqu'un du groupe parce que j'ai un petit peu peur? Ou est-ce que non, là, j'ai envie de dormir à 500 mètres du camp parce que j'ai envie d'expérimenter la solitude? Et ça, c'est quelque chose, même si on a un regard un peu curieux dans la vie, a priori, tous les soirs, on va se coucher au même endroit, dans notre lit. Une petite question à se poser. Donc là, c'est vraiment obligé de, OK, quel choix je fais? En plus, je demande aux gens, dans la mesure du possible, de ne pas avoir ni de montre, ni de téléphone, pour être vraiment connectés à leurs besoins. Par exemple, le soir, on mange autour du feu avec les chameliers. Et si tu regardes ta montre parce que tu es fatigué pour savoir quelle heure il est, tu te dis qu'il est 21h, tu dis bah non, je vais rester. Si tu n'as pas de montre et puis que tu te dis bon là, je suis vraiment fatigué, là, je sens que c'est l'heure, c'est ta propre référence, c'est ton propre corps qui te donne l'indication que c'est vraiment l'heure pour toi et peut-être qu'il est 8h30 et peut-être qu'il est minuit, peu importe. Et ça, j'aime bien, enfin, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire quand je pars avec les groupes, c'est aussi me remettre dans cette disponibilité de retrouver mon propre rythme. Alors, ce n'est pas complètement possible parce qu'on vit en groupe, donc forcément, les petits-déj, c'est à heure fixe, la marche, elle est à heure fixe, les séances de sophro, elles sont à heure fixe, mais il n'y a pas d'heure. Enfin, voilà, j'ai une petite clochette où je chante. Souvent, j'ai une petite chanson où les gens savent que cette petite chanson, c'est l'heure de se regrouper. Donc, voilà, c'est vraiment remettre du mouvement et puis comment je pourrais dire, le mix de marche et puis de sophrologie, pour moi, elle est hyper importante parce que avant la marche, on va poser une intention et du coup, on va cheminer dans notre marche pendant 2 heures, 2h30, avec voilà, une question, une intention. Tu peux nous donner un exemple? Un exemple d'intention juste pour comprendre. Ça peut être soit sous forme d'objectif, soit comment j'ai envie d'être. Moi, je sais que, par exemple, quand je réfléchis mieux en marchant. Mais bon, du coup, c'est mon approche où, tu sais, il y a certains élèves, quand ils révisent leur poésie, ils ont besoin de marcher, ou quand on apprend nos cours, on a besoin de marcher. Donc ça dépend vraiment des profils. Il y a des gens qui sont plutôt kinesthésiques, d'autres qui vont être visuels, d'autres qui vont être auditifs. Mais, par exemple, un exemple d'intention, ça pourrait être... voilà, qu'est-ce que je veux laisser derrière moi en rentrant de mon voyage dans le désert. D'accord. Voilà. Ou quelle nouvelle habitude je veux mettre en place. Okay. Voilà. Ou dans quelle humeur j'ai envie de vivre, dans quel environnement j'ai envie de vivre. Voilà, d'activer déjà par la pensée, par le cheminement mental, une projection future qui va nous permettre d'activer le positif. Et ça, c'est une des pratiques de sophrologie, d'activer le positif. C'est une des grandes pratiques de sophro.
Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu une journée type? Peut-être qu'il n'y en a pas, mais juste pour qu'on imagine une journée comme ça en voyage, à quoi Mhm. ça peut ressembler? Ouais, carrément, avec plaisir. Alors le matin, en général, on se lève avec le soleil, hein, on vit beaucoup avec le soleil. On commence par remballer un peu nos sacs, arranger nos duvets, etc. Et puis, on se retrouve au petit déjeuner. Euh, Ensuite, après le petit déjeuner, il y a une première séance de sophrologie où je prends le temps un petit peu, on fait un petit peu une météo intérieure, voir comment s'est passée la nuit, au niveau des courbatures, un petit peu aussi par rapport à la marche, voilà, dans quel état d'esprit sont les gens. Et on fait quelques pratiques, donc là, plutôt dynamiques, de respiration, où on bouge, on s'étire un peu, on commence à se mettre en mouvement pour se préparer à la marche, et puis on part. Parce que pendant notre séance de sophro, les chameliers ont bouclé le camp, ont chargé les sacs à dos, les affaires, les duvets, la cuisine, les tentes sur les chameaux et tout est prêt pour qu'on puisse partir. On marche en général le matin, donc entre 2 et 3 heures. Et puis, selon notre circuit, les chameliers installent le campement et puis nous, voilà, chacun, on se pose, on boit, on se met à l'ombre, on enlève nos chaussures, voilà. Et pendant que Mohamed prépare à manger. Alors, j'ai un cuistot absolument fantastique. Donc, ça contribue beaucoup, beaucoup à la réussite du voyage. Et puis, on fait un repas. Alors, le midi, les chameliers ne mangent pas avec nous. On mange juste notre petit groupe à nous. Je dis petit groupe parce que j'emmène pas plus de 10 personnes par séjour. Pour moi, c'est vraiment important d'être dans un petit groupe pour les échanges et puis pour que ça ne devienne pas voilà, une Alors, colonie c'est de l'après-midi. vacances. Ouais. Ouais. Après, il y a un temps calme. Quasiment toute l'après-midi, c'est du temps pour soi. Ça peut être de la lecture. Moi, je donne un peu des textes d'inspiration. Ça peut être une sieste, ça peut être du repos. Ça peut être des échanges entre deux personnes du groupe qui souhaitent échanger. Voilà, c'est vraiment plutôt un temps d'introspection, de rien, voilà, parce qu'on est dans une société où il faut toujours faire. Et là, d'expérimenter le juste être, c'est aussi pour moi important que dans le programme, il y ait du rien. Et puis en fin de journée, on refait un moment en groupe où on se retrouve autour d'un thé et on fait une pratique, alors soit une pratique de sophro, et puis maintenant je me suis formée à une technique qui s'appelle le journal créatif, donc soit une pratique aussi créative, parfois on fait un cercle de parole, parfois on peut faire aussi par exemple un mandala avec des éléments naturels, enfin voilà, maintenant, au fur et à mesure de mes pratiques, j'ai développé aussi d'autres choses et ce n'est pas que purement un voyage de sophro. Euh, Après, c'est un moment où chacun s'installe un peu dans son coin, décide de l'endroit où il va s'installer, récupère ses affaires. Et puis, en Tunisie, le soleil, la nuit tombe très vite. Donc, à un moment, il faut être prêt D'accord, parce ça que va pour sinon, aller dormir. c'est plus difficile. Donc, il faut avoir sa lampe torche toujours à côté de soi. Et puis après, c'est l'heure du repas où on partage le repas avec les chameliers qui nous font un repas chaud autour du feu. Et puis, ça arrive qu'on chante, qu'on danse ou simplement qu'on discute et qu'on regarde les étoiles parce que le ciel étoilé est quand même extraordinaire là-bas, sans pollution nocturne, sans pollution lumineuse. C'est juste énorme. Donc voilà, et puis après, chacun va se coucher quand il le souhaite, et puis c'est reparti pour une nouvelle journée le lendemain. C'est à peu près voilà, le même programme tous les jours C'est sur une semaine? sur une semaine. D'accord. Mm. Ok, ça a l'air reposant et je pense que les gens, en sortant de là, ils se sentent mais reboostés de l'intérieur, quoi, Mm. avec des séances comme ça, des journées où, comme tu dis, tu as des moments où tu travailles sur toi par la sophrologie, mais en même temps des moments où tu as un espace pour rien faire. C'est vrai que, comme tu dis, on a l'habitude de combler les journées de choses, pour faire, faire, faire. Mais juste s'asseoir, lire ou être juste là, observer ce qui est autour de nous.
bah, ça, c'est du temps qu'on ne prend pas. Enfin, je pense on est beaucoup à ne pas le faire parce qu'on faut faire des choses, faire. Ah oui, et puis on a parfois nos rôles de parents, notre activité professionnelle, le quotidien, les courses, les repas. Et là, je dis qu'effectivement, rien que le fait de ne pas avoir à penser courses, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce qu'il faut que je prévoie pour les autres? Vraiment, c'est un voyage où on s'occupe juste de soi. Et parfois, c'est déstabilisant. Il y a des gens qui sont déstabilisés de dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais non, mais il n'y a rien à faire, pose-toi. Mais, donc, effectivement, ça bouscule. Moi, je me rends compte que les gens mettent du temps à venir s'inscrire parce que ça demande aussi un cheminement, déjà de se dire, bah, je m'en vais de mon quotidien, de ma famille, de mon travail pendant une semaine. Ça demande de s'organiser. Et puis, ça sort aussi beaucoup de zones de confort parce que on n'est pas dans un hôtel all inclusive. Du coup, ça veut dire qu'on revient aussi à un mode de voyage un peu plus roots. Pour moi, c'est encore une façon de revenir à l'essentiel. Quand je vois Mohamed qui cuisine avec un couteau et qui n'a même pas d'économe pour éplucher les carottes pour faire le couscous, je me dis, mais qu'est-ce que je fais avec 3 économes dans ma cuisine? Enfin, voilà. Donc, voilà, pour moi, ça revient sur l'essentiel vraiment de ce qui est important pour chacun. Et puis, moi, ce que j'ai constaté aussi sur les participants, c'est beaucoup des gens qui sont un peu comme moi, soit en questionnement parce qu'ils changent de travail, soit après une rupture amoureuse, voilà, qui ont besoin de marquer un cap ou de célébrer. Là, j'ai beaucoup de femmes qui viennent pour fêter leurs 40 ans ou voilà, qui veulent passer un cap en disant moi, je me fais ce cadeau-là, c'est bon, j'ai été disponible pour ma famille, pour mes enfants, là, je m'offre ça juste pour moi. J'aime bien aussi célébrer l'égoïsme sacré. Tu vois, la capacité aussi à se dire que on peut aussi prendre soin de soi et les autres peuvent se passer de nous pendant une semaine par an. Ça me semble. En tout cas, moi, c'est l'engagement que j'ai pris avec moi-même depuis que je divorce, c'est que je me prends une semaine de solitude intentionnelle, c'est-à-dire que volontairement, je quitte mon quotidien pendant au moins une semaine par an. Donc, c'est vrai que le désert, je le fais plus à titre professionnel, mais ça me fait cet effet-là. Mais du coup, moi, je m'offre aussi chaque année un temps. Alors, ça peut être peut-être un stage de danse, parce que j'adore danser, ou simplement un moment dans la nature, seule. Voilà. Une année, j'étais retournée dans le désert, dans un camping du désert, toute seule, pour passer Noël. Et c'était juste extraordinaire d'être seule dans ce moment-là. J'avais vraiment apprécié. Et puis là, je n'avais pas la charge du groupe. Donc, du coup, j'ai vraiment pleinement profité du désert et de moi et d'être confrontée à moi-même toute seule et en même temps de savourer aussi ma compagnie. Les gens qui viennent pendant les voyages, est-ce que ce sont des novices vis-à-vis de la sophrologie ou la plupart du temps, ils en ont déjà fait? Les deux. J'ai déjà eu des gens qui en ont absolument jamais fait. J'ai déjà emmené des gens qui étaient en formation de sophro. Donc, vraiment, j'ai envie de dire un panel de gens. Alors, moi, je reprends vraiment sur des techniques de base, revenir à la respiration, déplacement du négatif et puis activation du positif. J'ai envie de dire que je m'en tiens déjà rien que là à ces pratiques-là. Mais que je répète aussi pendant la semaine, puisque une des fondements de notre pratique, comme plein d'autres pratiques, c'est que la répétition permet aussi de fixer les choses et donc c'est important de répéter. Tu as un voyage pour cette année peut-être qui s'annonce? Je crois que j'ai vu. Alors, il y a un voyage en octobre 2022 qui est complet. Voilà, on a acheté les billets d'avion il y a une quinzaine de jours et cette semaine, on a fait notre première rencontre de groupe, même si voilà, il y en a une qui est à Namur, une autre qui est à Nantes. Donc, on a fait, pour celles qui ne pouvaient pas venir, des Zooms. Mais la plupart des personnes étaient autour de la région lilloise, donc on s'est réunis. Ce n'est pas toujours possible, hein, mais là, c'était l'occasion. Et le prochain voyage, ce sera février 2023. En fait, jamais pendant l'été, parce qu'il fait trop chaud.
Donc, Ouais. soit au niveau de la Toussaint où il commence à faire 20-25, soit en février, quand il ne fait pas encore trop chaud, à nouveau, il fait 20-25, quoi. D'accord. J'ai vu que tu avais donc un Facebook, Mhm. un Instagram aussi, Oui, une chaîne YouTube. oui. Et je crois qu'on peut te retrouver aussi sur LinkedIn, si je ne me trompe pas. Tout à fait, tout à fait. D'accord, ok. Ouais. Sur la chaîne YouTube, pour l'instant, elle est assez peu nourrie, mais j'ai commencé à faire quelques vidéos dans le désert, des montages de ce que peut être du coup la semaine en images, parce que les images parlent parfois mieux que des mots. Et puis aussi parce qu'on se fait une image du désert, tu sais, un peu dans les films où il y a juste une brindille qui passe et il n'y a rien et on va mourir de soif, tout ça. Et donc, il y a beaucoup de peur autour du désert. On s'imagine que c'est un grand vide où il n'y a rien, juste du sable. Et du coup, montrer des images, c'est aussi assez rassurant de se rendre compte Ouais. que, bah oui, il y a des buissons, il y a des animaux, on trouve des petites traces de petites gerbilles ou bien voilà, ou de chacals qui sont passés, voilà. Donc du coup c'est intéressant aussi de démystifier un peu l'image qu'on a du désert qui est il n'y a rien à voir et puis on va tous avoir chaud et soif, quoi. Tu fais des consultations en individuel et en groupe sur l'île, en dehors des sophro-voyages? Oui, alors je fais des consultations beaucoup au début, je faisais beaucoup par Skype. Alors maintenant, avec le confinement, on a découvert Zoom, mais finalement, Skype, c'est très bien aussi. Je pense que j'ai été un peu novatrice dans les séances à distance parce que j'ai beaucoup accompagné aussi d'étudiants qui passaient le bac, par exemple, ou le brevet, et dont les parents n'étaient pas forcément disponibles pour faire les séances. Et donc, du coup, naturellement, je suis venue à faire des séances à distance et en me rendant compte que, comme de toute façon en sophrologie, on ne touche pas les gens et puis on peut montrer les exercices, et ben, c'est vraiment tout à fait possible. Là, j'ai une ancienne jeune qui était venue pour préparer le bac et qui maintenant travaille à Paris et qui, la semaine dernière, m'a recontacté pour faire une séance parce qu'elle était stressée dans son travail. Bon, bah, on a fait ça en visio. Sinon, je reçois chez moi à Lille. Je fais aussi des séances de groupe une fois tous les 15 jours, mais là, sur un engagement sur l'année, parce que je trouve que c'est important de pouvoir s'engager comme une Oui, pratique de danse ou en une sport, ouais. sportive. Hein. Et puis, jusqu'à la semaine dernière, je travaillais aussi dans une clinique psychiatrique pour des gens en dépression et en troubles de l'anxiété, où là, j'y allais 3 matinées par semaine pour accompagner les gens. Et puis là, je sens que, pareil, j'ai à nouveau besoin de me refaire de la place et de quitter cette petite activité salariée j'ai cette chance de pouvoir choisir parce que voilà, j'ai quand même suffisamment de travail. Et cette année, j'ai vraiment envie de choisir ce que j'ai envie de faire aussi pour reprendre les voyages. Pour moi, c'est important de pouvoir caler du temps de voyage dans ma vie. Donc, en complément d'activité, je suis aussi formatrice. Je me suis beaucoup formée sur les émotions et sur l'écoute active. Et donc, je forme soit des étudiants, il y a beaucoup d'écoles sur l'île d'étudiants qui recherchent. Par exemple, là, j'ai formé des assistantes sociales en études. Bon, bah, du coup, l'écoute et les émotions, c'est quand même quelque chose qui va être important pour leur métier. En novembre, je forme dans une école de business et de management international aussi sur la thématique de la confiance en soi. Voilà, donc maintenant, je sens que je suis aussi dans une étape où j'ai envie de transmettre, bien sûr de continuer les pratiques, mais aussi de transmettre. Je vais avoir 50 ans, donc je sens aussi que ça, c'est vraiment euh, une activité qui me nourrit beaucoup. De transmettre des informations, quoi faire avec ses émotions, aussi parce que c'est ce que je rencontre dans mes pratiques, hein, des gens qui sont déstabilisés par leurs émotions ou qui n'ont pas d'espace pour se dire. Je me souviens d'une dame qui était venue me voir et qui partait en voyage de noces. Son mari lui avait offert un, une croisière pour leurs 10 ans de mariage. Donc, ils refaisaient une sorte de voyage de noces, mais 10 ans après. Et elle me disait, mais personne comprend que j'ai peur.
En fait, tout le monde me dit qu'il faut que je sois contente. Je dis, bah oui, mais elle m'a dit, c'est normal, vous avez peur, vous ne savez pas ce qui va se passer dans cette croisière, vous laissez vos enfants pour la première fois, vous ne savez pas si vos parents vont s'en sortir de garder les enfants une semaine, vous ne savez pas si sans le travail et sans les enfants, vous allez avoir quelque chose à dire à votre mari. Enfin, du coup, tout ça, et j'ai senti qu'elle était, elle était soulagée en disant, mais il y a enfin quelqu'un qui me comprend. Et je n'avais même pas encore commencé de faire de la pratique de sophrologie. Mais l'écoute qu'on offre à nos clients, c'est essentiel. Et moi, ce n'est pas du tout quelque chose que l'école m'avait apporté. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de développer. J'ai envie de faire des formations pour les jeunes thérapeutes sur comment écouter un client. Parce que pour moi, c'est une compétence essentielle, alors qui peut servir dans notre famille, avec nos enfants, avec nos voisines, mais aussi, voilà, dans notre métier, si déjà on ne sait pas écouter les besoins de la personne ou comment elle est et qu'on veut déjà calquer des pratiques et du protocole, bah, du coup, on passe à côté de la personne, quoi. Oui, et là, du coup, elle se sent complètement écoutée, donc elle va pouvoir se sentir en confiance avec la personne en face, vu qu'elle comprend les besoins et notre état. Carrément, bah oui, c'est déjà, j'ai envie de dire, quand on offre cet espace-là sans jugement, sans a priori, sans morale, bah, la personne, elle se sent déjà soulagée parce qu'on est déjà deux à comprendre son problème. Après, on n'a pas de solution, on n'est pas là pour dire ce que l'autre doit faire, mais déjà, ce sentiment de solitude qui baisse et puis le soulagement aussi de l'anxiété qu'il peut y avoir, et pour moi, c'est ma contribution au monde, quoi. Je me dis que si tout le monde pouvait être formé à l'écoute de façon vraiment bienveillante et puis d'être vraiment dans la présence de ce qui se passe chez l'autre, ben, ce serait un bon moyen de contribuer à la paix dans le monde. Ouais. Fanny, je ne sais pas si tu as autre chose que tu aurais voulu aborder par rapport au sophro-voyage, ou peut-être un mot que tu aurais voulu ajouter. Ben, je sens aussi que j'ai de plus en plus envie de faire de la sophrologie à l'extérieur. Donc, je fais aussi à Lille ce qu'on appelle des sophro-balades, c'est-à-dire que pendant 2 heures, on va faire de la sophro en extérieur. Je fais beaucoup, j'ai la chance d'avoir un beau jardin, donc quand c'est possible, je propose à mes clients de faire de la sophro dehors. Je trouve que du coup, le lien avec la nature, c'est quelque chose qui est en train aussi de changer dans ma vie. J'ai besoin de ce retour à la nature. Je pense que le confinement nous a aussi fait prendre conscience qu'on avait besoin de ce lien-là, d'être dehors, etc. Donc, en fait, ce que je pourrais partager un peu en forme de conclusion, c'est que je sens encore qu'il y a plein d'idées et plein de choses que je n'ai pas encore mis en place et que je suis pleine d'envie d'expérimenter d'autres choses. C'est aussi pour ça que j'ai laissé tomber la clinique, enfin, que j'ai laissé tomber, que j'ai choisi de refermer la porte de la clinique après 6 ans de pratique là-bas, parce que j'avais besoin de temps pour développer d'autres projets et que je fourmille de créativité. Donc, voilà. J'ai envie de dire, effectivement, soyez vous-même et pour développer ce qui vous fait plaisir, même si ce n'est pas ce qu'on vous a appris à l'école, même si ce n'est pas ce qui est marqué sur les protocoles, c'est ce qu'on appelle la vivance, quoi. C'est ce qui est la vie en nous et ce qui émerge. Et c'est comme ça que vous trouverez votre chemin en tant que sophrologue ou en tant que personne, même on pourrait sortir du cadre professionnel, de dire voilà, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce qui est l'essence de qui je suis et comment je contribue au monde avec ma présence, parce que même sans rien faire, le monde serait différent si j'étais pas sur cette terre, quoi. Donc, du coup, je me dis qu'on a tous à amener, peut-être par un sourire, peut-être par effectivement un moment d'écoute, peut-être voilà, simplement par une présence, dire je suis là si tu as besoin. Ça, c'est déjà des façons de faire que le monde va mieux. Et du coup, si le monde va mieux, nous, on va mieux aussi parce qu'on est dans un environnement qui va mieux. Et puis se donner ce petit espace-là, comme tu dis, quitter cette activité qui t'apportait quelque chose, mais en même temps, elle t'empêchait d'aller vers tes envies. Donc,
c'est chouette aussi de pouvoir se dire, bah non, là, j'ai besoin d'aller vers autre chose et du coup, il faut que je me crée un petit espace où je puisse créer, où je puisse être moi-même pour que quelque chose émerge, quoi, pour grandir. Oui, et puis c'est le cycle de la vie. Je pense que voilà, 6 ans, ça m'a permis de faire une sacrée expérience. J'ai appris plein de choses dans cette clinique psychiatrique sur les thématiques que je connaissais pas du tout sur les maladies mentales. Et maintenant, ça me donne aussi envie de démystifier tout ce qu'on peut dire sur les malades mentaux et tous les gens qui seraient soi-disant fous, etc. Donc voilà, je tire les conclusions et les bénéfices et je remercie la vie de m'avoir offert ça. Et puis, à un moment, c'est de sentir que, ok, tiens, il y a 6 ans, je n'étais pas la même personne et là, il y a d'autres aspirations qui reviennent. Je pense que de mon côté, le fait d'avoir été enfermée chez moi pendant 2 ans, là, ça a aussi été une façon de me reconnecter au voyage. Alors, on a eu la chance de faire un dernier voyage de sophro. On est revenu 15 jours avant le premier confinement. Là, je crois qu'on est revenu le 1er mars. Donc, on avait encore plein de sable les chaussures et plein d'étoiles dans les yeux. Donc, ça nous a permis un peu de tenir au début. Mais effectivement, là, je sens que voilà, j'ai à nouveau cette envie de revoyager. Cette année, avec les enfants, on est parti en Grèce une semaine parce que du coup, j'ai choisi aussi une fois par an d'emmener mes enfants dans une capitale européenne pour leur montrer, leur transmettre mon envie de voyage parce que je me suis rendu compte que ils n'y connaissaient rien. Quand j'ai divorcé, je me dis, ils ne savent pas que je voyage, que leur maman est une grande voyageuse. Donc, j'ai décidé de les embarquer avec moi. Donc, ça aussi, c'est notre petit rituel de découverte familiale où une fois par an, on choisit notre destination et puis on fait des découvertes fantastiques. Voilà. Merci beaucoup, Fanny, en tout cas, pour ton échange et pour ce que tu as pu nous transmettre tout le long de ce podcast. Merci à toi de m'avoir permis cet espace de parole et puis un peu plus interactif que ce qu'on peut parfois laisser sur Facebook ou Instagram où c'est quelque chose de figé. Donc là, pouvoir avoir une discussion ensemble, ça rend les choses plus vivantes et je trouve que c'est chouette. En tout cas, pour moi, c'était un bon moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Pour me donner ton avis sur cet échange, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je te souhaite une délicieuse semaine.